Bonsoir à toutes et à tous, en direct de l'Institut du Charolais à Charolles. Nous nous retrouvons pour ce troisième atelier des États généraux de l'alimentation organisé en Saône-et-Loire. Et j'ai le plaisir ce soir d'accueillir plusieurs intervenants de qualité autour de la question de l'élevage bovin allaitant, comment faire face à de nouvelles complexités, que ce soit en termes de mode de consommation, de relations et de compréhension des systèmes d'élevage en France, les attentes sociétales qui sont de plus en plus fortes autour de la question alors à la fois du bien-être animal, de la question environnementale sur l'élevage, les signes de qualité. On voit que tout ça bouge et que le consommateur devient peut-être de plus en plus compliqué à comprendre. Alors pour échanger avec moi ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Doucet. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous êtes chef du restaurant Le Relais de la Poste à Charolles. Vous avez un macaron Michelin. Bonsoir Frédéric. J'ai le plaisir d'accueillir Pascal Moine. Vous êtes boucher à Givry. Bonsoir. Et par ailleurs président du syndicat des bouchers de Saône-et-Loire. Et puis j'ai aussi le plaisir d'accueillir deux éleveurs qui sont aussi engagés dans le développement de la filière. Tout d'abord Henri Guillemot. Bonsoir Henri. Bonsoir. Vous êtes éleveur et président de l'Institut du Charolais qui nous accueille ce soir. Merci de nous accueillir dans vos locaux et vous nous présenterez dans quelques instants ce qu'est l'Institut du Charolais. Oui, c'est la maison du Charolais. Et la maison du Charolais. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Degers. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Vous êtes aussi éleveur bovin allaitant et président de la Société d'agriculture de Charolles. Vous nous expliquerez ce que fait aussi la Société d'agriculture en termes de promotion de la race charolaise. Alors j'ai une première question déjà peut-être pour vous, messieurs les éleveurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, puisque nous sommes sur le berceau de la race charolaise, à Charolles, ce qui fait les spécificités de cette race et puis peut-être comment aussi l'élevage de la race charolaise a des particularités qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. Gilles ? La race charolaise a été sélectionnée depuis des dizaines et des dizaines d'années pour vivre sur notre climat et nos types de sols. Donc la race charolaise s'adapte particulièrement aux difficultés, au climat continental, aux sécheresses, aux périodes de chaud, aux périodes humides, aux périodes froides. Avec de grandes variations de température, c'est une race qui sait supporter des temps très chauds, des climats plus rugueux l'hiver. Voilà, ouais. Exactement. Après, elle est élevée presque totalement à l'herbe. D'accord. Et ça, c'est une spécificité quand même de la région allaitante ici, le berceau de race. Et donc après, elle est commercialisée nous avons déjà pas mal de structures, tout est organisé, une filière qui fonctionne sur notre secteur. Voilà, en gros, les spécificités de la race charolaise, une race qui est pas une race très précoce, qui est élevée sur plusieurs années et qui vit au rythme des saisons. D'accord. Voilà. Nous avions eu le plaisir d'aller ensemble sur le marché de Saint-Christophe-en-Brionnais. Vous pouvez nous redire ce marché, plus de 500 ans, c'est ça ? Marché, plus de 5 siècles, exactement. Donc un ancrage quand même. Le poids de l'élevage d'un point de vue économique, ça a toujours été présent sur le territoire. Exactement, depuis des centaines d'années, comme je le disais. Donc voilà, qui a su aussi évoluer quand même, puisque bien maintenant c'est un marché au cadran qui est moderne et bien, qui reflète bien la commercialisation des animaux qui se fait sur notre secteur, un secteur de production important. Voilà, donc avec un marché, comme on le dit, avec des coopératives qui fonctionnent, avec un tissu de négociants bestiaux privés aussi très important. Donc voilà, un tissu commercial. Donc une vraie filière économique présente sur le territoire. D'accord. Voilà. Henri, en quelques mots, peut-être nous sommes à la maison du Charolais, l'Institut du Charolais. Vous pouvez nous expliquer un petit peu les missions de ces différentes structures ? Alors, la maison du Charolais, déjà, c'est une maison qui est financée, complètement gérée par le département et qui a comme but de promouvoir à la fois le territoire et la race charolaise que Gilles vient de décrire. Et puis, en parallèle, il y a l'Institut du Charolais, qui est une association qui regroupe tous les intervenants de la filière locale et régionale et qui vont donc depuis l'élevage presque aux consommateurs. C'est ce que nous voyons là devant nous, c'est ça Elle a 3 missions, cette association. Une mission de communication. Oui. Donc on fait, alors très modestement parce qu'on a tout petits moyens, mais on participe à un certain nombre d'événements à la fois local ou national. Et puis avec Gilles, on participe, c'est nous qui sommes co-organisateurs d'un concours des bouchers, des apprentis bouchers, pardon, chercher mes mots, au cours du festival du bœuf qui a lieu en décembre.
On a une autre fonction qui consiste à faire le lien. Alors là, on le fait de temps en temps avec la recherche fondamentale. Il est arrivé de participer à des colloques ou à des programmes de recherche avec l'INRA de Clermont et de Thais en particulier. Oui. Et puis une troisième fonction de recherche-développement avec comme à l'origine l'objectif d'être capable de transformer des morceaux qui sont un peu délaissés aujourd'hui par les consommateurs pour les rendre plus facilement consommables ou plus rapidement consommables sans perdre leur qualité intrinsèque, c'est-à-dire sans rentrer dans un schéma industriel. Et il y a quelques exemples qui sont devant nous là. C'est quelque chose qu'on développe qui est très long, mais qui est, je l'espère, qui est intéressant pour la filière. J'espère que, pour l'instant, la filière, c'est jamais trop intéressé. Ça reste pour l'instant circonscrit à la petite région, mais c'est quelque chose qui semble être très porteur et qui a un développement à 2 chiffres depuis 3-4 ans. D'accord, donc on voit une filière qui est organisée, des acteurs qui sont impliqués dans la recherche et développement, une présence, comme l'a dit Gilles, historique, parce que nous sommes sur le berceau de la race, mais néanmoins on voit que le consommateur ou les acheteurs évoluent dans leurs pratiques. Pascal, vous qui êtes boucher, est-ce qu'aujourd'hui on achète de la viande comme on l'achetait hier ? Est-ce qu'on consomme les mêmes morceaux ? Est-ce que le consommateur vient aussi souvent ? Est-ce qu'il est plus exigeant qu'avant ? Comment vous voyez évoluer les choses ? Alors, tout a terriblement évolué ces 10-15 dernières années, c'est évident. Par contre, je rassure les gens achètent toujours les mêmes morceaux. Il suffit juste de savoir les conseiller et il suffit juste d'acheter, comme on est quand même encore nombreux à acheter, en carcasse, d'acheter les bêtes et de tout présenter à l'étal. Pourquoi les gens sont retirés de faire quelquefois des bourguignons, des choses comme ça ? C'est parce qu'on ne leur en parle pas, parce qu'on ne leur montre pas. Il faut un travail fini sur ces morceaux-là. Il faut prêter beaucoup d'attention. Il faut arrêter de mettre en avant que des côtes de bœuf, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Produits, ouais. D'ailleurs, les côtes de bœuf, vous n'avez pas besoin de les montrer. Quand vous travaillez comme moi en carcasse, si vous faites une demi-bête par semaine, vous n'avez que 8 à vendre. Pas la peine de les mettre dans l'étalage, elles sont commandées. Elles sont commandées avant, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Donc, c'est pas ça qu'il faut montrer. C'est montrer tout ce que l'on peut faire derrière. Et avec la base de la viande, on fait des préparations bouchères. C'est-à-dire qu'on peut faire avec tous les faux morceaux, on peut préparer des hachés, des choses prêtes à cuire, qui fait que les gens arrivent chez eux, c'est tout préparé. Soit c'est en rôti, soit c'est en petits, comme des steaks hachés, des choses comme ça. Et on fait ça avec le bœuf et toutes les autres catégories d'animaux. Et les gens n'ont plus qu'à y cuire. D'accord, donc vous les accompagnez dans la préparation, dans la valorisation du produit. Et après, il faut les guider tous les jours. Il faut leur dire comment on cuit, comment on prépare, comment on s'intéresse à la viande avant de la cuire. On la sort, on s'en occupe, on la bichonne jusqu'au bout. Ça doit vous parler, Frédéric, vous qui êtes un chef étoilé, de tout ce travail de préparation du produit, d'identification, sûrement d'explication auprès de vos clients. Comment est-ce que vous répondez aux attentes des clients sur la valorisation du produit que vous leur proposez ? Non, mais tout à fait, ouais. Pascal a raison en disant ça, parce que c'est très important. Et nous, on met à l'honneur beaucoup de bas morceaux, de morceaux d'avant, et on a beaucoup de recettes qui sont appliquées autour de ces produits-là. Et les clients sont surpris. Alors, surpris de quoi, Frédéric ? Surpris de retrouver des goûts, peut-être d'enfance pour les plus anciens, des souvenirs, puis avec des produits qui ne sont pas très excessifs, et puis de les mettre en valeur, soit de manière plus fine, plus délicate, plus originale, plus allégée. Et on fait pas mal de pâtes, de gnocchis, des choses comme ça, ou des parmentiers, ou même des bouillons avec du jumeau, de la macreuse, et ça magnifie le produit et notre bœuf d'exception, ça c'est clair. Et justement, aujourd'hui, est-ce que vous avez par rapport à ça, vous travaillez, je pense, avec des éleveurs, peut-être que vous avez sélectionnés. Comment se passe un petit peu tout ce travail de choix que vous réalisez ? Non, après, nous, on travaille beaucoup en confiance avec les bouchers. Les bouchers, on doit leur faire confiance. C'est eux qui connaissent leur métier à fond. Ils sont en relation directe avec les éleveurs auxquels je félicite, et à chaque fois que j'ai des éleveurs à table, je les complimente, parce que c'est important. Sans eux, on n'est rien, nous. Donc, nous, on est le relais de l'information, le relais du produit, et il faut travailler en confiance, et on est là tous pour une belle chose, c'est satisfaire la clientèle. Et autour encore une fois, je le répète, notre produit d'exception, et on a la chance en Saône-et-Loire d'avoir une mine d'or de produits d'exception. On n'est pas... Nous ne sommes pas les plus malheureux en la matière. C'est vrai que ça, c'est important, et je trouve que notre bœuf
la totale, c'est la totale Mhm. vedette, quoi, je veux dire. Alors justement, Pascal, vous qui êtes boucher, là, Frédéric évoque ce rôle important que vous avez. Qu'est-ce que vous racontez à vos clients? Quand vous avez un client qui arrive dans votre boucherie, qui hésite entre différents morceaux, qu'est-ce que vous allez lui expliquer? Déjà, pour rebondir sur ce que Frédéric a dit, nos deux métiers sont complémentaires. C'est-à-dire que nous, on est là pour sublimer l'excellence de ce qu'ils nous préparent. C'est-à-dire que si en amont, on n'a pas des bêtes qui sont finies, qui sont bien préparées, qui ont vraiment une qualité déjà à la base, nous, on peut toujours ramer derrière, on n'en fera pas non plus. Nous, on est juste là pour sublimer l'excellence qu'eux nous apportent. Et ça, déjà, c'est très important. Et après, bien, les clients qui n'ont pas forcément une idée précise de ce qu'ils veulent chercher, forcément, on les guide. Alors, c'est ce qu'on disait. Quelqu'un qui veut mettre une pièce en plein été, on ne leur parle pas de la côte de bœuf. On leur parle d'autres pièces, on leur parle de pièces que l'on peut détailler dans les pavés de Ramsteak, dans des choses comme ça. Et ça, c'est notre métier pour faire un équilibre de vente, parce que notre métier, nous bouchers, aujourd'hui, c'est de vendre des carcasses entières. Ce n'est pas d'aller acheter des morceaux pour les revendre. Et d'ailleurs, là, c'est là où le métier s'est un peu perdu. Aujourd'hui, on doit être capable de prendre la tête à la queue et de tout vendre et de tout mettre tous les jours. De tout valoriser. De tout valoriser tous les jours. Voilà. Et pour ça, c'est un travail qu'on fait. Comme eux, dans l'excellence, il faut que ça soit agréable à l'œil. Il faut que nos vitrines, il faut que nos établissements soient accueillants. Et il faut qu'on donne une attention particulière chaque matin à préparer, à montrer les morceaux, à faire des préparations, je vous disais, en tout genre, pour exciter un petit peu les gens à sortir de ce qu'ils connaissent. Alors quand on est éleveur, qu'on entend ça, enfin un peu ce plaidoyer, puis ces messages que vous portez en disant voilà, sans les éleveurs nous ne sommes rien. Voilà. Est-ce que ça sont des choses que vous ressentez au quotidien? Est-ce qu'il y a des partenariats peut-être à renforcer entre les éleveurs, les bouchers, les chefs, pour avoir des filières d'excellence, des partenariats, des échanges autour peut-être entre les élevages que vous avez, les attentes qu'ont les bouchers, les plats que vont préparer les chefs? Quelle est votre vision, Henri et Gilles? Je voudrais dire juste pour répondre à Pascal et puis à Frédéric, voilà, juste pour dire que si vous êtes rien sans nous, nous on n'est rien non plus sans vous, puisque c'est bien la continuité de la chaîne et c'est bien vous qui valorisez nos animaux. Et justement, quand on a une profession qui est de moins en moins nombreuse quand même, vous avez des difficultés à transmettre vos boucheries, je veux dire, c'est bien nous qui valorisons pas nos animaux derrière, on a besoin de vous, quoi. C'est sûr. Alors après, voilà, il faut créer des partenariats, c'est sûr. Moi, quand je les écoute, ça me remonte le moral. Ouais. Mais en même temps, ça me pose des tas de questions. C'est comment faire en sorte que ce qu'ils sont en train de nous dire, qui est aujourd'hui marginalisé en termes de consommation et de volume de consommation, c'est pas pour se minorer, c'est simplement comment faire en sorte qu'on le vulgarise et qu'on le remette en avant. L'immense majorité de la viande aujourd'hui est vendue hachée ou en barquette. Alors, il faut un travail absolument remarquable. Et nous, s'il n'y a pas ce travail-là, et si on n'est pas capable de remettre des vraies valeurs sur nos animaux, c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est vrai que pour nous, c'est quand même difficile de valoriser comme devraient l'être nos animaux. Mais en même temps, ce qu'il y a de réconfortant en vous écoutant, c'est qu'on voit les pistes vers lesquelles il faut aller. Et je pense que la communication en particulier est un des facteurs clés de la réussite future, du maintien même de la réussite de l'élevage. Oui, parce qu'on sent quand même qu'il y a des consommateurs qui sont, on dit les gens mangent moins de viande, l'alimentation n'est plus forcément une priorité parce qu'ils vont déplacer leur pouvoir d'achat sur d'autres secteurs. Moi, j'aime à rappeler qu'Internet, c'est pour une famille à peu près 100 € par mois, entre les téléphones portables, l'abonnement Internet, l'abonnement à une chaîne type Canal ou Netflix, enfin une chaîne payante. Donc ça fait une centaine d'euros, ça fait à peu près 1200 € par an qui ne disparaissent pas du pouvoir d'achat, mais vont ailleurs, sont fléchés ailleurs. Est-ce que ça, vous l'avez ressenti, ou est-ce que vous dites, ben non, mais finalement, les consommateurs, effectivement, il existe des consommateurs qui vont peut-être consommer moins de viande, mais vont chercher des produits beaucoup plus qualitatifs,
vont peut-être venir moins souvent au restaurant, mais vont faire le choix de venir sur des tables étoilées pour vraiment prendre du plaisir, vivre une expérience particulière? Moi, je pense, c'est vrai qu'il y a, et puis une génération de personnes qui ont 30-40 ans sont très sensibles à ce message que vous leur apportez, la qualité, d'où vient le produit. Et c'est là à nous de les renseigner au mieux, pas les sécuriser, mais parce qu'ils savent où ils vont. Les réassurer. Oui, voilà, leur faire voir, comprendre, passer ce message de ce rapport proximité. Et puis aussi une chose qui est très importante dans notre métier et que moi, que je trouve fondamentale, c'est aussi la maturation, quoi, je veux dire. Ça, c'est inévitable. Oui, ça, j'ai souvent entendu, on achète la viande non, mais ça, c'est clair et net. Pas maturée. Il y a quand même un total rapport différent entre une viande qui est maturée et une viande qui est pleine d'eau, qui sort de l'abattoir. Et ça, c'est un travail, mais c'est encore ce savoir-faire, ce relais de l'information. Le temps, peut-être, qu'on se donne moins aujourd'hui de prendre le temps de relayer les informations, même à travers l'apprentissage, à travers voilà. Et comme Gilles tout à l'heure disait, hein, on est depuis très longtemps et on a un gros savoir-faire dans l'agriculture en France, donc il faut perdurer ce message d'excellence. Pascal, sur cette question-là? Il est certain que les gens, on les voit sans doute moins souvent, ils consomment moins de viande. De toute façon, ça fait comme une dizaine d'années qu'on est sur cette pente-là, et ça se ressent. Mais par contre, ils savent très souvent, alors soit ils viennent à la recherche et on les guide, mais souvent ils savent ce qu'ils veulent et ils ont des occasions. Mais là où c'est hyper intéressant et là où c'est quand même encourageant, c'est que moi je vois dans mon secteur d'activité, bon, c'est vrai qu'on fait tout pour les rassurer, je travaille 100% avec un éleveur qui est à 8-10 km de chez moi. On n'est que sur des labels rouges, on fait tout. Voilà. Mais j'ai énormément de jeunes couples avec des enfants qui viennent. Et vous savez, quand vous avez des gamins qui se promènent le long comme ça, de la vitrine, qui regardent et qui pointent du doigt et qui disent ça, puis ils ont le regard, ils ont l'œil qui brille, qui pétille, et puis qui disent derrière qu'ils se sont régalés la dernière fois, qu'ils aimeraient bien revenir sur ce produit et tout. Là, voilà. Mais c'est pour ça que de dire qu'il ne se mangera plus, que les gens changent, non. C'est à nous juste d'adapter, puisqu'ils consomment moins, aux consommateurs. Moins. Alors, il nous faudrait sans doute un panel plus important de clients. Après, c'est à nous de peut-être aller chercher par d'autres messages, par d'autres choses, sur d'autres réseaux, sans doute. Mais il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir. J'y crois. Frédéric, on parle de jeunes. Il y a quelques jours, je vous ai vu à Charolles. Avec des jeunes dans une cuisine, dans le collège. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu cette expérience? Non, mais c'est une belle expérience. C'est grâce au Conseil général de Saône-et-Loire qui m'a demandé de réaliser un déjeuner pour les collégiens. Et on a fait quand même 460 couverts. C'est un autre exercice pour nous, mais on a tourné autour des produits de Saône-et-Loire. Et ça, c'est très important. Et on a senti des personnes qui étaient contents. Bon, ils mangent tout le temps bien au collège de Charolles, bien évidemment. J'ai remarqué qu'il ne restait pas grand-chose sur les plateaux. Voilà, les plateaux étaient vides, les assiettes étaient vides. Un très bel échange et moi, c'est ce que j'aime. Et je trouve que si ça permet de sensibiliser, de donner un petit message, voilà. Ça passe par là aussi. Ouais, c'est clair. Non, et puis bon, ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, mais on a beaucoup de clients étrangers quand même au restaurant, puis qui aiment notre Saône-et-Loire, notre région, et ils sont très curieux, très sensibles ils posent beaucoup de questions, comment vous faites, même l'élevage. Et quelquefois, on les invite, quand ils ont le temps, à rencontrer des éleveurs, des fermes, pour partager un moment, et moi je suis assez surpris de cet échange. Alors justement, Gilles et Henri, plusieurs questions là, suite aux propos de Frédéric et de Pascal. On parle de proximité. Alors, proximité, ça peut être aussi du circuit court, mais pas que, donc il y a de la proximité. J'ai entendu parler de réassurance, de conseils, d'explications. Est-ce que les signes de qualité, pour vous, sont les IGP, les AOP, sont des éléments qui vous semblent importants à pousser auprès dans vos systèmes d'élevage, pour pouvoir être en phase et en face aussi des attentes évoquées par Frédéric et Pascal? Oui, bien sûr. Je pense que c'est important. C'est une assurance, c'est assurer le consommateur, puisque les signes de qualité, on produit des animaux avec des cahiers des charges bien sûr respectés.
Mais on a en général, je pense, une image quand même à apporter sur notre façon d'élever nos animaux. Et Frédéric disait qu'il a reçu des gens dans son restaurant, des jeunes. Je pense qu'on a, nous, la même chose à faire. On doit recevoir justement sur nos exploitations. Je pense que ça, c'est important. Et puis, surtout des jeunes, je pense, pour leur faire voir, parce que c'est les générations futures. Ouais. Et ça, il faut qu'on continue, il faut qu'on travaille sur cette organisation. Henri, sur ces sujets-là. Oui, moi, sur ce sujet-là, pour moi, c'est là où je pense que depuis une vingtaine d'années, on a failli. Il faut employer les mots comme il faut. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est coupé tout doucement, sans s'en rendre compte, des consommateurs, des gens. Habituellement, on recevait le petit-fils et tout ça. Et puis, il y a une rupture qui s'est faite. Et aujourd'hui, moi, je suis très surpris. Parce qu'à chaque fois que je reçois des gens, je leur fais faire le tour du matin dans mon vieux C15. Et surtout, dans mon C15. C'est bien plus authentique. Vous souriez, mais je pense que c'est très important. Et je les emmène au milieu des troupeaux. Et là, j'ai une tonne de questions sur la façon d'élever, mais des tas de choses auxquelles on ne pense pas, parce que pour nous, c'est naturel. Les vaches, elles mangent de l'herbe. Ce qu'on donne à manger, c'est produit sur la ferme, à part les protéines avec le tourteau. Donc voilà. Et derrière, ce qui vous semble évident pour vous, c'est quelque chose qui est très intéressant pour le consommateur et le visiteur. Et à la fois très rassurant. Après, derrière, se pose une autre question qui est toujours en descendant du C15. Mais ta viande, on la trouve où? Là, c'est plus compliqué pour nous parce qu'on n'a pas de suivi derrière. Et là, les signes de qualité doivent être les relais qui nous permettent de créer J'ai beaucoup aimé la réflexion de Frédéric, le relais d'information. Il faut qu'on ait une chaîne et qu'on puisse raconter une histoire qui parte du pré et qui aille à l'assiette. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est quelque chose, quand on commence à le pratiquer, qui nous oblige, nous, à être cohérents dans notre discours, mais on l'est à partir du moment où on est sincère, il n'y a pas de raison de ne pas l'être. 2, on répond, alors là, je suis vraiment suffoqué parce qu'on répond pratiquement aux attentes de tout le monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que il n'y a pas un consommateur, il y a des consommateurs qui n'ont pas du tout tous la même attente. Il y en a, ils vont être sensibles à l'alimentation, il y en a qui parlent beaucoup d'antibiotiques, il y en a qui vont nous parler d'OGM, il y en a... Je veux dire, il y en a qui vont avoir l'image des feedlots américains, ils vont dire mais vous, les vaches, elles sont dans des prés, l'entretien du paysage passe à travers ça, parce qu'ils voient comment on fait, ils voient... Alors, oui, ils vont voir aussi des fois les petits trucs qui ne vont pas, comme un peu de boue autour des râteliers, mais ils comprennent que c'est pour que les animaux puissent rester dehors. Donc, pour eux, ce n'est plus un problème. Alors que si vous faites une photo et que vous n'avez pas tout le contexte, ça peut devenir une catastrophe en termes de communication. Et donc, moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je crois que l'éleveur de demain, s'il est enfermé chez lui, donc vous êtes en train de dire, c'est un des enjeux pour vous demain, c'est de faire ce qu'ont fait certains restaurateurs, d'ouvrir les cuisines sur la salle, voir, je sais que notamment les boulangers, notamment les artisans boulangers, un jour se sont dit, on va faire tomber la cloison qui sépare le point de vente de l'atelier parce que nous voulons montrer à nos clients que nous faisons pas cuire des baguettes surgelées, mais bien nous fabriquons notre pain. Donc il y a aussi ce sujet-là, d'ouvrir les exploitations, et d'être des ambassadeurs et des passages de relais de ce qu'est l'élevage dans le Charolais. Tout à fait. Ça mérite d'être expliqué toujours. Alors ouvrir nos étables, ouvrir nos prairies, on peut le faire parce que, comme disait Henri, je veux dire, on l'a pas fait pendant des années. On peut simplement dire mea culpa, c'est sûr, mais il faut qu'on le fasse maintenant. C'est important pour le consommateur. D'ailleurs, je pense que la distribution nous le dit aussi, puisque le consommateur le demande à la distribution, que ce soit pas uniquement pour la viande, pour tous les produits, d'avoir l'histoire, comment est-ce que sont produits justement tous ces produits alimentaires, et d'où ils viennent, et quel éleveur qui l'a fait. On peut aller jusque-là. Voilà. Pascal, Frédéric, sur... c'est très important. C'est pour ça que des journées comme des journées nationales, nous, dans notre communication, 24 heures chez mon artisan boucher, et puis Madine Viande, sont des journées très importantes, car ce jour-là, on rassemble tout le monde. C'est que moi, mon éleveur, il vient, on se met dans la rue, il amène 2 magnifiques génisses, et on est là, et les jeunes, on fait venir les écoles, c'est quand on peut. Et tous ces gens viennent discuter avec toute la filière. On fait des dégustations, on fait des choses. Et ça c'est vraiment l'avenir. Vous savez, l'avenir, il passe. Frédéric a dit qu'il a fait à manger pour des jeunes et tout. C'est là.
Vous savez, c'est les jeunes qu'il faut captiver aujourd'hui. C'est eux qu'il faut aller chercher. Parce que les jeunes, ils ont toujours autant de palais que les anciens. Faites-vous pas de soucis. Ils sont toujours autant gourmands. Ils aiment toujours les bonnes choses. Vous savez, même si vous faites un bon burger avec une bonne viande hachée fraîche, ils vont se régaler. Faites-vous pas de soucis. Mais c'est pas pour ça qu'ils n'aimeront pas un bœuf en daube ou des choses comme ça. Mais il faut aller éduquer les jeunes et leur donner envie de nous connaître, c'est tout. Ou d'aller dans les grands restaurants et tout ça. Frédéric ? Oui, moi je suis d'accord, mais c'est vrai que, bon, on va peut-être rentrer sur un terrain glissant, mais quand on parle on connaît le Charolais aussi par le plus grand restaurant de France, on fait des pubs à la télé, et moi je trouve que c'est pas non plus par là qu'il faut qu'on aille. On a quand même une star, un produit d'excellence. Il faut qu'on soit tous derrière et soit fiers de ce morceau de bœuf que l'on va présenter, qu'on va mettre, qu'on va donner à la c'était un clin d'œil. Mais moi, j'aimerais du Charolais différemment, je veux dire, ça c'est clair et net. Et je trouve qu'il y a beaucoup... Bon, c'est peut-être la vie qui est comme ça, peut-être qu'il y a eu des choses, mais il y a eu beaucoup de labels, de choses comme ça, de qualité. Mais on aurait été tous derrière un seul et unique label, d'une unité forte, on n'en serait pas là aujourd'hui. Oui, de faire peut-être ce qu'ont fait d'autres acteurs. Enfin, on pense à la volaille de Bresse, l'Aubrac, enfin d'autres races où toute la filière s'est regroupée. Bon, j'ai déjà dit, on m'a dit, tu ne devrais pas dire. Moi, je pense qu'on a peut-être perdu un peu de temps avec ça aussi. On essaie de jouer collectif. Derrière une marque forte, enfin un produit fort. Une marque forte, on a une marque forte, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Ça, c'est clair. Alors, comment est-ce qu'on renforce demain ce collectif pour aller porter la race charolaise Moi, je pense lui redonner ses lettres de noblesse, finalement, quand vous êtes en an. On est sur... c'est vrai qu'on il n'y a rien de perdu, attention. Sur le là pour en parler. Sur le bassin de production, avec certainement une bonne partie des gens qui connaissent le charolais. Moi, je pense, je parle en tant que président de la Société d'agriculture aussi, il faut arriver de créer des événements. Je pense qu'on a réussi à le créer, comme avec le Festival du Bœuf, pour médiatiser. Et on a besoin justement des médias pour porter ce message et pour expliquer, pour faire voir nos animaux, pour faire connaître les qualités de la viande charolaise en particulier, et de la viande, comment elle est produite chez nous. Puis ce qui est intéressant sur le Festival du Bœuf, c'est qu'il y a les bouchers, les jeunes, qui viennent, il y a un concours de vitrine, ils viennent valoriser le produit. Donc on retrouve bien cette logique un peu de partenariat entre différents acteurs. Tout à fait. Et là, on voit vraiment qu'il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel qui se passe, puisque depuis le partenariat qu'on fait tous ensemble, puisqu'on travaille tous les trois sur cet événement. En 2013, on avait 8 vitrines, c'est-à-dire 16 jeunes. Cette année, on aura 25 vitrines, 50 jeunes qui viennent de toute la France. On a une équipe corse, on a du Nord, de partout qui viennent. Ils viennent à Charolles, au Festival du Bœuf, découvrir le Charolais d'exception et montrer. Ce sont des jeunes qui sont en 2e année de CAP. Ils sont tout jeunes. Il faut voir s'ils sont capables de faire en 4-5 heures de temps du travail du Charolais. Gilles, juste pour rajouter, puisque Pascal, un petit peu pour redire, on avait fait il y a quelques années un concours aussi pour continuer la chaîne d'apprentis cuisiniers avec Frédéric. Et on ne l'a pas fait ces dernières années pour des questions logistiques, mais voilà, c'est toujours dans les tuyaux. Je pense qu'on va le refaire. Et puis ça, c'est bien encore une fois pour le relais de l'information, la transmission. Et moi, j'étais très honoré de faire ça. Valorisation du produit, mise en scène. Henri, au niveau de la Maison du Charolais, vous êtes un lieu aussi d'accueil du public, de sensibilisation, d'explication, de promotion. Alors, ici, je veux dire, la compétence de nos équipes fait que ceux qui s'arrêtent, je ne me fais pas trop de soucis, ils repartent convaincus et ils repartent souvent d'ailleurs avec certains de nos produits. Moi, quand je vous écoute, je me dis comment est-ce qu'on fait pour dupliquer, pour faire en sorte. Parce que un des dangers actuels, et moi je le vois parce que je suis passionné par ça, par mes responsabilités, puis j'aime bien communiquer, donc je regarde beaucoup. J'ai la chance d'avoir des enfants qui habitent un peu partout en France, et je fais une énorme différence entre ce que l'on trouve ici, ce qui se passe ici dans la région, j'entends, et puis les grands bassins de consommation comme Lyon ou Paris, où c'est beaucoup plus compliqué, où il faut faire des démarches différentes. Et je me dis qu'il n'y a pas une réponse unique. Alors j'entends Frédéric, le problème des différents signes de qualité, c'est un vieux débat dans la profession, on n'a jamais pu s'en sortir. Il y a des choses on devrait revenir, à mon sens, mais comme je suis près de la retraite, je peux commencer de le dire plus facilement. À mon sens, on devrait revenir à des choses très simples. Il y a des bêtes qui sont élevées avec de l'herbe, il y a des bêtes qui sont élevées sans herbe.
Il y a des choses comme ça, il y a des signes forts. Valoriser les fondamentaux de la race charolaise, du pâturage, de l'herbe, au plein air. Tant pis si je vous choque, il faut qu'on sorte, qu'on ne soit pas simplement charolaise. Il faut qu'on se dise, il y a en France d'excellentes races qui valorisent l'herbe, qui permettent un entretien du paysage, qui sont réellement tip-top en termes de qualité et qui ont des différences, mais leurs différences peuvent devenir des atouts. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe que ce soit l'une ou l'autre, l'essentiel, c'est que on puisse les scinder de la masse du tout venant. Et quand Frédéric évoque tout ce qu'il évoque, c'est ça notre problème. C'est qu'en fait, la réussite de la race, moi je rappelle quand même, plus de la moitié de nos animaux sont exportés vivants à l'étranger. C'est une somme et un échange commercial majeur qui d'ailleurs, s'il venait à se tarir ou à s'arrêter, poserait d'énormes difficultés dans la région. Les autres, des fois, on est tenté, nous, parce que le problème de la valorisation aujourd'hui des animaux finis n'est pas extraordinaire, on est parfois tenté de les balancer un peu trop vite. Et peut-être qu'on a à réfléchir à reconstruire une filière autour de l'herbe, autour des produits nobles qu'on produit à côté, des céréales d'exploitation, de quelque chose qui soit contrôlé, qu'on puisse expliquer, qu'on puisse valoriser. Et là, peut-être on s'est un peu trop dispersé, chacun défend un peu son précaré. Moi, je préfère le dire comme ça, et qu'à un moment, il faudra qu'on se recentre. Je suis intimement convaincu, en allant dans les bassins de consommation, en voyant comment ça se fonctionne dans les grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille, qu'on a un potentiel réel. Je suis en plus, parce que j'ai eu la chance de faire 2-3 voyages à l'étranger, je suis en plus convaincu qu'au niveau international, la renommée de notre race est exceptionnelle. On a même un temps d'avance sur les autres races allaitantes françaises, parce qu'on est mondialement connus. Et moi, j'ai toujours été déçu, mais ça rejoint le propos de Frédéric, parce que finalement, on est d'accord sur l'analyse, déçu qu'on soit pris les pieds dans le tapis et qu'en tant qu'éleveur, on ait du mal à vivre. Je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas par rapport aux heures fournies toute la journée. Entre autres. Enfin, il n'y a pas que nous qui travaillons. Je pense que dans une cuisine, c'est pas mieux. On sort peut-être un peu du débat, mais j'ai envie de vous poser une question. Là. Il y a le projet de classement UNESCO du Charolais brionnais. Est-ce que les uns et les autres, là, c'est peut-être une opportunité à saisir pour jouer collectif, pour assurer la promotion de la race, pour potentiellement accueillir des publics très différents qui vont venir avec une approche peut-être culturelle, touristique, et de dire, si ce classement arrive, comment faire en sorte d'être au rendez-vous, parce que comment y répondre à ce projet ? De toute façon, je pense que c'est un plus. En plus, on parle du Charolais en ce moment. C'est vrai que c'est un plus. Et si on arrive à être reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO, on attirera toujours un peu plus de touristes. Et le tourisme, c'est important. C'est important pour faire vivre tout le monde, mais c'est aussi pour faire connaître notre région. Moi, j'ai la chance d'être dans des villages, au milieu de villages où on a des églises romanes, on a beaucoup de touristes qui passent. C'est impressionnant de voir les autobus qui s'arrêtent le long de la route pour faire des photos de nos animaux charolais. Alors des animaux en général, mais chez nous, il n'y a pratiquement que des charolais. Donc voilà. Et je pense que quand ils repartent avec leur appareil photo, ils font connaître la race et la région. Donc ça peut être qu'un plus pour nous. Voilà. Et moi, je le soutiens carrément, le projet. Henri ? Oui, moi je vais ajouter 2 choses là-dessus. Alors, l'agrotourisme, ça c'est aussi quelque chose qu'on a complètement laissé passer. On en fait très peu dans la région. On est vraiment en retard par rapport à d'autres régions. Et 2, l'intérêt d'un projet comme l'UNESCO ce sera positif que si on est capable de le transformer commercialement. Si on n'a pas un rebond dans la filière pour faire en sorte que cette reconnaissance touristique ou patrimoniale, je vais dire, historique, n'est pas transformée commercialement, pour nous, ce serait passer à côté de quelque chose. Et c'est un coup d'épée dans l'eau si on n'y arrive pas. Donc ça veut dire qu'on a un énorme travail à faire tous ensemble pour aller dans ce sens-là. Frédéric, Pascal, sur ce thème-là, Pascal ? Oui, alors, la reconnaissance sera sans doute magnifique pour surtout le tourisme, mais aujourd'hui on a déjà tous les outils. C'est vrai, Frédéric, il dit qu'il y a une multiplication des labels, des signes de qualité. Bon, c'est comme ça, c'est difficile. Il y a longtemps qu'on en parle, ma foi. Mais on a au moins la chance d'en avoir. On a au moins la chance. Alors si on en a trop, peut-être qu'on en a trop, mais jouons avec ce que nous avons.
Le label rouge, il y a plus de 50 ans qu'il existe, ça fait 26 ans que je fais du label rouge. Je suis aujourd'hui 100% label rouge sur toutes mes viandes. C'est une fierté. Une fierté parce que, en amont, moi je sais, quand je paye mes bêtes, je sais qu'ils sont payés le juste prix. Ouais. Et déjà là, quand on démarre comme ça, je peux vous dire c'est plus facile après de vendre jusqu'au bout. Ouais. Parce que vous êtes fiers de ce que vous faites. Et on est fiers pour eux, parce que déjà eux, ils ne se lèvent pas pour rien. Ouais. Parce qu'en France, on a une situation qui est catastrophique. Comment on a pu laisser dégringoler un système que des gens se lèvent le matin en sachant qu'ils ne gagnent pas leur croûte, aussi bien en faisant de la production de viande que du lait. Et ça, c'est inadmissible. Et donc, quand vous êtes sur les signes de qualité, même s'il y en a trop, mais il y en a, et au moins, vous savez qu'il y a une juste rémunération. Il y a une juste rémunération, et on est dans le bien-être animal, mais ça depuis plus de 50 ans, mais on n'a pas su le dire. On porte avec ces signes de qualité toutes les valeurs de ce que les gens nous demandent aujourd'hui. On n'a pas su leur dire qu'on le faisait tous les jours. Ils le font tous les jours en se levant, on le fait tous les jours en travaillant nos viandes, et ça, d'un seul coup, on se réveille, on prend une grande claque, et on se dit « Ah ouais ». Oui, c'est Les gens n'en sont pas c'est tellement conscients. évident pour vous. Oui, voilà, c'est ce qu'on disait. Vous ne communiquez plus sur des choses qui vous semblent On a évidentes. oublié, alors qu'elles sont on a oublié, on attendues s'est par le perdu. consommateur. Frédéric, vous vouliez ajouter quelque chose sur ces sujets-là? Non, après, bon, c'est vrai qu'il n'y a rien de perdu, mais je pense qu'il n'y a rien de gagné non plus. Donc il faut qu'on. C'est un combat quotidien. Il faut. Ouais. Et, mais je suis totalement partisan de faire des choses pour la région, pour le Charolais, et de travailler en partenariat. Moi, ça me ferait énormément plaisir. Et. Une grande fierté d'avoir le Charolais quand même. Ouais, on le sent dans vos propos. On sent que vous êtes fiers de porter auprès de vos clients ce produit. Bah ouais. Et puis c'est quand même un bel animal. Puis on a quand même, sans parler de beaux paysages, un beau bocage et un bel agneau charolais. Plein de belles choses en Saône-et-Loire. Plein de beaux produits. Alors si on se projette dans quelques années, comment vous voyez un petit peu, comme nous approchons de la fin tranquillement de cette séquence, à 5 ou 10 ans, voilà, les éléments ou les virages. Alors on a parlé un peu rapidement du classement UNESCO, Henri l'a dit, ce projet-là, il faudra être au rendez-vous commercialement. Est-ce qu'il y a d'autres choses? La communication, j'ai entendu beaucoup parler de communication. Moi, je suis persuadé que si on fait tout pour élever le niveau des animaux, il le disait, dans le monde, le charolais, il est connu, reconnu, les gens en veulent. Eh bien, puisqu'on est dans le berceau de l'élevage, attachons-nous dans ce berceau de l'élevage à faire de la qualité et à aller toujours plus haut dans la qualité. On a tout, puisqu'on a le terroir, on a le savoir-faire, on a tout ce qu'il faut. Et exportons-le. S'il faut vraiment en vivre, exportons-le. Et nous, certes, on est de moins en moins nombreux, mais si on est toujours meilleur dans ce qu'on fait et qu'on a toujours des établissements qui sont attirants pour les clients, on sera toujours là. Et dans 10 ans, on sera sans doute, j'espère qu'on sera tous là et tous meilleurs et qu'on sera tous heureux d'en vivre mieux et de partager ces traces et puis nos métiers qui sont nos métiers, c'est les métiers les plus vieux du monde. Quoi qu'on en parle d'un autre, mais bon, on va laisser tomber. Mais sincèrement, il n'y a rien de plus beau que de se lever et puis de préparer des bons produits puis de savoir que les gens se régalent à la table. Moi, à mon avis, tous les matins, c'est ce qui me... Vous savez, il y a 57 ans, on va refaire un magasin, j'en reprends pour 10 ans, je me dis je vais bosser. Et dans 10 ans, j'espère que je serai encore là et que je pourrai dire avec la même passion pour... la passion, ça y a 26 ans qu'elle me tient, la passion. Elle sera là. Frédéric, les enjeux dans les prochaines années pour vous? Non, mais de continuer, comme dit notre ami, de continuer à faire plaisir à la clientèle, même avec des choses simples, de sublimer et mettre en avant les produits de notre belle région. Et puis moi, je suis sûr que tous les gens qui consomment, même les enfants ou qui ont 30-40 ans, vont continuer à se faire plaisir à travers de bons morceaux, peut-être moins souvent, mais manger des produits de qualité. Et ça j'en ai aucune crainte. Aucune inquiétude là-dessus. Non. La qualité on va vers le bon. Messieurs les éleveurs, je pense que vu ce qu'on a entendu depuis le début, on peut être que confiant à l'avenir. Voilà, on a certainement encore des années, de bonnes années peut-être à venir. La qualité, vous en avez parlé, tout le monde en a parlé. On se doit d'avoir un produit de qualité.
Après, Henri disait aussi qu'il y a une proportion quand même importante aussi qui part en steak haché. Elle est trop importante, c'est sûr, mais il y en aura toujours une partie qui partira. Alors là, on a affaire à plus une transformation, bien sûr, industrielle. Et on est en plein dans le débat, c'est-à-dire qu'on en attend aussi quand même un partage des marges qui soit mieux. Un des sujets des États généraux actuellement, voilà, des sujets des États généraux, de la marge et de la valeur. Voilà, parce que je crois que si mes chiffres sont exacts, à la production, la viande, dans un laps de temps, avait augmenté le prix, je crois, c'est de 18%, pendant qu'elle a augmenté de 60% à la consommation. Voilà, enfin, je pense que tout peut être résumé. Il y a un décalage entre les deux. D'accord. Henri, puisque vous nous accueillez ici ce soir, le mot de conclusion. Oula, c'est très délicat de faire une conclusion. Moi, ce que je note et ce que je retiens de ce débat, Pascal et Frédéric sont au contact des consommateurs. Et finalement, en permanence, même s'il les guide par moment, mais Pascal il est ambigu parce qu'il dit à un moment je conseille, mais il a dit les gens viennent aussi en sachant très bien ce qu'ils veulent acheter. C'est, ce qui prouve une chose, c'est qu'en fait, les idées sont très arrêtées. Hein. Et ce que je voulais dire, c'est que ceux qui sont au contact des consommateurs, ils perçoivent les mouvements de la société, les attentes, et les attentes, elles changent. Alors, vous répondez, nous, notre problème, je pense que Gilles sera d'accord avec moi, c'est comment fait-on pour que les 80% qui sont consommés en dehors d'un circuit très identifié comme le vôtre, comment on fait pour que ces 80% deviennent identifiés ? Et comment on fait pour répondre aux attentes de ces consommateurs dans ce schéma-là ? Je vais prendre un exemple très simple pour essayer d'être plus clair. J'ai des enfants à Lyon. Moi, à une époque, j'étais très inquiet parce qu'ils aimaient beaucoup. Il y a des différentes périodes dans la vie d'un gamin, surtout à l'adolescence. Et il y a une période de la chaîne de restaurants qu'évoquait Frédéric. Je me suis dit, oulala, c'est mal barré. Ils vont plus penser que burger. Ouais. Et en fait, à ma grande surprise, mais peut-être parce qu'à la maison, on a fait ce qu'il fallait aussi avant, aujourd'hui, ils cuisinent, mais ils ne cuisinent pas toute la semaine, tous les soirs. C'est trop compliqué. Ils ont tous les deux des professions très prenantes. Ils bossent. Ils n'ont pas le temps. Par contre, ils se font plaisir. Et ben moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver, nous collectivement, une réponse à leur attente en fonction du moment de leur vie. Il y a des week-ends où ils seront demandeurs de produits exceptionnels, et là, ils n'hésiteront pas, et là, le prix n'est même plus un problème. N'est plus un frein. Par contre, il ne faut pas qu'ils soient déçus. Et moi, je vous le dis franchement, j'ai des enfants à Lyon, et ils n'achètent plus de barquettes, parce qu'une fois, ils sont tombés bons, une fois, ils sont tombés mauvais. Et puis, il y a la consommation de tous les jours. Et là, il faut aussi qu'on soit innovant. Et il faut qu'on soit... voilà, moi je retiens quand même que les bouchers sont traiteurs. J'imagine que les restaurateurs s'y intéressent aussi à ces créneaux-là. Je veux dire, il faut penser que les gens consommeront peut-être plus comme on consommait la génération d'avant et la génération surtout encore d'avant. Parce que la génération d'encore avant, elle savait mijoter, elle savait faire un bon pot-au-feu, chose qu'aujourd'hui ne se fait plus que les week-ends. Il faut qu'on l'accepte quelque part. Et moi, je suis assez confiant parce que je vois quand même que chez les jeunes, alors on aurait pu parler aussi de toutes les émissions télévisées autour de la cuisine et tout ça, il y a une vraie demande, il y a une vraie attente. Et la question, c'est comment se met-on en face pour y répondre. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, merci. Nous terminerons donc cette séquence sur cette question de comment est-ce que, qui était aussi la question du début de notre échange, sur comment est-ce que nous allons demain répondre aux attentes du consommateur. Vous l'avez dit, un consommateur qui évolue, qui consomme différemment, qui est en attente d'histoire, de produits, de qualité, d'un certain nombre de valeurs que vous portez tous autour de la table. Il me reste à vous remercier. Et puis, vous pourrez retrouver cette émission ainsi que les 3 autres séquences que nous avons organisées en Saône-et-Loire sur le site de la Chambre d'agriculture, le site internet de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.